Voilà, donc bienvenue du coup dans cette... alors du coup ça sera un peu plus court, mais bon, on aura quand même pas mal de trucs à dire. Donc en compagnie de Thomas, bonjour. Bonjour. qui a accepté de venir pour pas que je sois toute seule à parler de Cuphead, c'est très gentil. Ça aurait été triste. Alors, je l'ai déjà fait, mais alors c'était pas, c'est pas le truc le plus intéressant du monde. Donc bon, alors du coup, l'idée c'était de faire une discussion sur Cuphead pour ramener en fait la discussion ensuite sur l'univers des jeux vidéo indépendants. Souvent en fait on définit un petit peu les jeux vidéo indépendants. Alors je vais faire une explication super méga simplifiée, hein. Faut savoir que c'est beaucoup plus complexe en vrai, mais voilà, c'est pour simplifier. Les jeux vidéo indépendants en fait c'est un petit peu tous les jeux vidéo qui vont sortir hors du circuit de ce qu'on appelle les jeux AAA, hein, donc c'est-à-dire les jeux développés par des très très gros studios, pour citer pêle-mêle des choses comme Activision, machin, tout ça. Voilà, c'est des jeux qui sont réalisés par des studios plus petits, souvent avec moins de moyens, souvent avec beaucoup d'ambition, mais c'est souvent l'argent qui pêche quand c'est comme ça. Les moyens techniques, voilà, tout ça. Donc, c'est un petit peu ce qui définit les jeux vidéo indépendants. Et les jeux vidéo indépendants, ça fait longtemps, très longtemps que ça existe, hein. Je pense que si je donne des titres comme Super Meat Boy ou des choses comme ça, tout de suite, voilà, ça vous parle. C'est des jeux qui ont connu un énorme succès, et plus ça va, et plus la scène indépendante commence à devenir vraiment très forte. Ouais. On commence à avoir des choses vraiment très intéressantes en fait. Voilà, en fait. Parce que c'est un petit peu l'avantage des jeux vidéo indépendants, et en fait un petit peu le désavantage des gros studios, c'est que on pourrait résumer les jeux vidéo indépendants, c'est beaucoup d'idées, peu de moyens, et les gros studios, beaucoup de moyens, mais des idées qui sont souvent un peu plus limitées. Plus lisses, on va dire. Ouais, on va dire plus lisses. Après, attention, il y a des gros jeux qui sortent, qui sont très 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 bien. Oui, évidemment. Ça, il n'y a pas de souci, mais il faut dire ce qui est, c'est que quand c'est des jeux à très grosse licence ou ce genre de choses-là, tout de suite, on est sur, déjà des gens qui sont un petit peu plus... voilà, c'est un peu plus risqué de sortir trop des sentiers battus. C'est compliqué. Après, ça reste du business. Voilà, c'est ça. Ça rentre dans des considérations économiques. C'est ça. Donc, avec, du des coup, gros chiffres. Donc, voilà. Et du coup, les jeux vidéo indépendants, ça a plusieurs avantages. On peut faire un petit peu ce qu'on veut. On n'a pas besoin de rendre des comptes. Quand on se met à son propre compte, c'est encore mieux. Et avantages et inconvénients. Inconvénients aussi. On a moins de budget, mais par contre, aujourd'hui, justement, avec l'explosion littéralement des jeux vidéo indépendants, on a moyen de pouvoir faire des jeux quasiment des fois tout seul. Alors c'est très long, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, des fois ça peut être un peu coûteux, mais il y a ces moyens-là. Donc voilà. Et Cuphead, je pense, en est un très très bon exemple, et vous allez vite voir pourquoi. Alors normalement, si tout va bien, si je fais ça, c'est magnifique. Alors Cuphead, c'est quoi? Donc Cuphead, en fait, c'est un jeu défini comme un run and gun. Donc un run and gun action, mais aussi un jeu de plateforme. Pourquoi ça a ces deux noms-là? Tout simplement parce que Cuphead, en fait, ça marche sur deux systèmes. Le système que vous allez très très vite voir quand vous commencez une partie, c'est le système plateforme. Vraiment, voilà, vous défilez, c'est un side-scroller, donc c'est vu de côté. Voilà, voilà, c'est vu de côté, hein, donc tout en 2D. Vous allez avancer sur des plateformes, vous allez passer des niveaux, souvent de plus en plus difficiles, et il y a des passages où c'est simplement ça, et à la fin vous attend un mini-boss. C'est pas souvent des très très gros boss, mais c'est souvent des mini-boss. Et au bout de ce passage-là, il y a les phases de boss. Donc là, par contre, on rentre vraiment dans quelque chose de hyper méga plus difficile. Qui sont les phases les plus intéressantes du jeu. Voilà, c'est ça. C'est que... à ce moment-là, on tombe sur des boss qui, là, par contre, sont vraiment des boss coriaces. C'est-à-dire que là où avant, vous aviez un tableau, il faut défiler, il faut éviter les ennemis. À la fin, vous avez un petit mini-boss, histoire de dire vous résistez un peu, mais il est vraiment très rapide à battre. Là, vous mettez autant de temps, mais c'est juste pour battre un ennemi. C'est ça. C'est littéralement ça. Donc, on peut dire un peu qu'il y a deux styles de gameplay. Après, ça reste que le jeu a quand même été majoritairement développé pour les combats de boss, clairement. Ça se sent, ça se voit, c'est ceux qui sont les plus travaillés. Faut dire aussi ce qui est, c'est ceux qui sont peut-être les plus intéressants en termes de gameplay. Clairement, ouais. Voilà. Clairement, il y a plus d'idées dans les patterns des boss, ainsi que leur design, c'est ça. Dans les niveaux qui sont des fois un petit peu classiques. Oui, disons que les niveaux, ça reste sur du, on a le fond, voilà, on a les décors autour. En fait, c'est un peu, en gros, le décor au moment des plateformes, ça annonce un petit peu dans quel décor on va être après pour le boss. Mais vraiment le vrai gros boss, pas le mini boss, hein, vraiment. Donc du coup, ça sert un petit peu à ça. Je pense que ça peut poser un peu l'ambiance et montrer un peu la difficulté, des nouvelles mécaniques aussi des fois, parce que c'est ça aussi Cuphead, hein, c'est l'utilisation de pouvoir, l'utilisation de ce genre de choses là. On reviendra un petit peu en détail dessus.
Mais voilà, c'est un jeu qui se découpe vraiment en deux gameplays à la fois très distincts et en même temps qu'ils ont rendu complémentaires. Et ça, c'est vraiment très astucieux parce qu'on a envie de vite faire les phases de plateforme, même si elles sont très sympas, parce que du coup, une fois qu'on les a terminées, on peut enfin avoir le boss. Et ça c'est vraiment on se casse les dents sur les phases de boss. On se casse les dents sur les phases de boss. Donc, comme je disais, voilà ce que ça donne à peu près le ratio. Alors, il est très beau ton ratio. Magnifique. Alors, c'est pas moi qui l'ai fait. Je l'ai récupéré sur le site du studio qui a développé Cuphead, qui ont fait une magnifique FAQ pour tous les gens qui se posent plein de questions. Donc, si jamais vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Donc, le studio qui a développé Cuphead, c'est le studio MDHR. Et dans leur FAQ, ils répondent à énormément de questions qui sont super intéressantes, dont la question qui est, oui, mais Cuphead, il y a des plateformes et il y a des trucs de boss, mais qu'est-ce qu'il y a le plus? Et voilà, je pense que vous voyez, c'est surtout des boss. Voilà, en tout, il y a 9 boss dans le jeu. Voilà. C'est surtout que les boss sont quand même très très difficiles. Oui. Et on passe beaucoup de temps dessus, à mourir sur certaines phases, à recommencer, parce que les boss sont en plusieurs phases. Je sais que ce qui m'avait marqué quand Cuphead était sorti, c'était une vidéo qui avait été mise en ligne d'un gars qui avait testé le premier boss de Cuphead et qui a mis 25 minutes à le tuer. J'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu, quoi? Et ça m'a intriguée. J'avais un peu suivi le développement du jeu, mais je pensais pas qu'il était dur à ce point-là. Bon, après, finalement, voilà, il a peut-être mis 25 minutes, mais c'est parce que c'est quelqu'un qui a réussi à ne pas mourir trop et qui manifestement a pris son temps pour comprendre comment fonctionnait le boss. Il faut dire que des fois, certains boss sont vraiment compliqués. Surtout quand on s'approche de la fin. Ah là là, c'est terrible. Dragon, parce que tout ça, là, les boss, en fait, ils ont un système un petit peu de stage, c'est-à-dire que, voilà, un peu comme énormément de jeux très connus, Zelda par exemple, on est un très bon exemple, ce sont vraiment des boss à phase. Il y a la phase 1, la phase 2, la phase 3. Et en fait, dans Cuphead, le truc, c'est qu'on se dit... au début, il y a les boss, je crois que les 2 premiers boss n'ont que 3 phases. Ouais, il me semble. Ouais. Et on se dit, ah bah oui, c'est comme dans Zelda. C'est une erreur. C'est une erreur. À la fin, les boss peuvent avoir 6 phases différentes. C'est horrible. On se dit, mais quand est-ce que ça s'arrête? Et puis à chaque fois, c'est de plus en plus dur. Et surtout que ça change vraiment... complètement en fonction des phases. C'est ça. Le boss, c'est totalement différent, les patterns sont complètement changés. Ah oui, non, mais du coup, on peut très bien réussir une phase assez facilement et après se casser les dents sur la phase c'est ça. C'est que, en fait, parfois, on va réussir un boss très éloigné dans le niveau alors qu'on aura galéré au boss numéro 2. C'est vraiment... il faut avoir des réflexes. Voilà. Honnêtement, c'est presque limite impossible de décrire la difficulté de Cuphead comme ça. Il faut y jouer pour comprendre parce que il faut avoir vraiment, il faut être réactif, il faut comprendre les patterns, il faut aussi observer autour parce que des fois c'est les éléments du décor qui permettent de donner des éléments. C'est vraiment. Surtout qu'en fait les décors et les ennemis c'est pas toujours clair en fait la distinction entre les deux. C'est ça. Du coup arriver à trouver où est-ce qu'il faut se placer, des trucs comme ça, des fois c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas évident. Ouais. Donc ensuite, les persos de Cuphead, parce que oui, mine de rien, on n'a pas beaucoup parlé de Cuphead, donc je vais en profiter pour faire un petit point histoire du jeu, quand même, parce que après tout, de quoi ça cause Cuphead quand même, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu important. Donc Cuphead, j'ai rédigé une magnifique introduction d'histoire du jeu que je vais m'empresser de vous lire. Donc vous allez voir que les persos de Cuphead sont donc 2 frères, donc Cuphead et Mugman, donc littéralement tête de tasse et homme de mug, ou mug homme, voilà, on ne sait pas trop, qui sont 2 frères, donc 2 frères jumeaux, qui vivent avec Elder Kettle, donc qui peut être traduit plus ou moins par vieille théière, qui est leur grand-père, qui veille sur eux, qui les aime, et tout va bien dans le meilleur des mondes, dans la ville donc de Inkwell Isle. On voit déjà la petite référence avec Ink, tout ça. Bref, un jour qu'ils s'éloignent de la maison, ils se retrouvent face au casino du diable. Un gros casino dirigé par le diable lui-même. Elder Kettle leur a déconseillé fortement d'aller là-bas. C'est un bon conseil quand même. Oui, moi je dirais qu'un truc qui s'appelle Casino du diable, je n'y vais pas. Mais Cuphead est très téméraire et donc il décide d'emmener son frère avec lui. Ils se mettent à jouer à la table de craps et ils enchaînent les victoires les unes après les autres jusqu'au moment où le diable, très amusé de voir ces 2 jeunes garçons réussir aussi bien dans son casino, décide de venir les voir et leur propose un deal. S'ils gagnent la partie, ils remportent tout le butin du casino et s'ils perdent, il leur prend leur âme. C'est pas un rigolo lui.
pas souvent des très bons plans de jouer son âme. Non, avec pas les trop, diables. pas trop. Donc, ça finit rarement bien quand même. C'est ça. Et donc forcément, Mugman, qui est peut-être un personnage que vous allez vite comprendre, qui est peut-être le moins téméraire, un peu le trouillard en fait entre les deux, lui est complètement terrorisé par la proposition du diable et forcément refuse. Mais Cuphead, lui, par contre, est beaucoup plus, on va dire, corrompu. il voit lapin du gars vraiment très 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 facile et il décide de jeter les dés, donc les dés symboliques qui vont en fait sceller leur destin, puisque les dés vont tomber sur ce qu'on appelle les Snake Eyes, qui sont vraiment le seul moyen de pouvoir perdre au jeu. Et forcément, donc ils perdent. Le diable leur dit je vais prendre vos âmes. Sauf que les deux garçons, ils n'ont pas très envie, ce qui peut se comprendre, et ils supplient le diable de ne pas prendre leur âme. Et le diable dit ok, à ce moment-là, j'ai une condition, il faut qu'ils aillent récupérer tous les contrats d'âme que le diable a avec ce qu'il appelle les débiteurs. Donc, ce sont des personnes qui leur doivent beaucoup d'argent et en contrepartie, ils récupèrent leurs âmes. Et s'ils arrivent à récupérer toutes les âmes des débiteurs avant minuit, il ne volera pas leurs âmes à tous les deux. Voilà. Et le jeu part là-dessus. C'est ça. Donc le jeu part là-dessus, sachant que dans le cas de Cuphead, l'explication des pouvoirs que vont finir par avoir les deux garçons est expliquée par la présence justement de leur grand-père, qui va leur donner une potion pour avoir des pouvoirs qui les rendent un peu plus puissants pour faire face au diable, parce que mine de rien, il les prévient tout de suite que le diable ne se laissera pas faire aussi facilement. Voilà. Clairement. Donc c'est une histoire tout de suite qui colle pas trop avec le chara-design des personnages, avec les gros yeux et la tête toute mignonne choupie. Clairement, c'est pas du tout la même ambiance là. C'est vrai que c'est tout mignon en termes de design, et au final, ça parle de jouer son âme avec le diable, etc. C'est ça, voilà, c'est l'avidité, la cupidité. C'est un peu décalé, c'est très particulier. Ouais. Donc le jeu s'ouvre sur une magnifique séquence animée que j'aurais voulu pouvoir vous montrer, mais bon, je pense que vous allez comprendre que pour d'obscures raisons de droit, on va éviter, qui nous explique toute cette histoire qui est vraiment formidablement animée. Et ensuite, on commence le jeu. Donc, le jeu utilise l'excuse de l'entraînement du grand-père avec ses deux petits-fils pour leur expliquer le pouvoir, ce qui permet en fait de faire le tuto, tout simplement. Qui clairement va vous être hyper utile. Ne faites pas le jeu sans le tuto. D'ailleurs, je crois que c'est même pas possible. Il me semble qu'on peut même pas skipper le tuto. Et je pense que c'est une bonne chose, honnêtement. Parce que c'est vraiment très très difficile. Donc le jeu se présente sous une forme de carte, donc carte un petit peu façon RPG. Vous allez vous déplacer sur les cartes pour aller dans certaines zones. Certaines zones ne seront débloquées que quand vous aurez terminé certaines plateformes. Vous n'êtes pas obligé de faire tous les objectifs sur la carte pour avoir accès au boss, mais vous pouvez le faire quand même. Mais c'est pas obligatoire, et c'est justement le but du jeu, c'est que quand vous allez faire certaines cartes, vous n'allez pas savoir si ça va forcément vous aider ou pas pour le boss. Est-ce que ça va simplement vous débloquer des pouvoirs? Y a plein de petites particularités comme ça que je vous laisse découvrir, parce que le but c'est pas non plus de spoiler entièrement le jeu. Voilà. Donc autour un petit peu de Cuphead, nous avons aussi plusieurs personnages. Donc j'ai mis les trois plus emblématiques, donc Cuphead et Mugman, mais aussi King Dice, donc le roi des dés, qui est en fait tout simplement le bras droit du diable. C'est lui qui gère un peu le casino entre guillemets auprès des gens. Le diable va pas s'amuser à aller se balader dans les couloirs tous les 4 matins non plus dans son propre casino. Je pense qu'il a autre chose à faire. C'est un peu le roi des du coup qui prend le relais. Il y a une tête un peu vicieuse quand même. Oui, voilà, clairement c'est le personnage que quand on le voit, moi personnellement, je lui confierais pas mon porte-monnaie. Je sais pas pourquoi. Dans le jeu, c'est plutôt décrit justement comme un personnage qui met en garde Cuphead et Mugman en disant que voilà, le temps file, tic-tac, tic-tac, il faut vous dépêcher. Je vous laisse deviner comment ça se passe à la fin avec lui. Spoiler, pas très bien. Mais je n'en dis pas plus. Et ensuite, nous avons le devil, le diable. Donc voilà, donc là j'ai pris une image qui lui rend peut-être pas justice parce qu'il paraît très, très très petit, mais voilà, c'est un chara-design très inspiré finalement des dessins animés des années 30. Voilà, avec ce personnage longiligne, les cornes, la totale, vraiment le cliché du diable. Voilà, les grands yeux que vous allez voir en fait que au tout début et à la toute fin. Clairement, le reste du temps, vous êtes déjà. C'est vrai qu'on le voit pas beaucoup. Je pense que déjà avec les 9 débiteurs à aller chercher, ils ont déjà pas mal de boulot, les sûr. Petits, mine de rien. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu une petite vision assez générale du jeu.
Concernant les papas de Cuphead, donc Cuphead en fait à l'origine c'est un projet qui a commencé à être développé à partir de 2010. 7 ans de développement. C'est assez long. C'est assez long. À l'origine du projet, donc 2 frères, étrangement, donc Jared et Chad Moldenhauer. J'essaye de pas trop écorcher leur nom, mais je doute qu'ils voient la vidéo, donc on va dire que ça passe. Donc vous voyez sur l'image, hein, donc Chad qui est donc j'allais dire peut-être le plus bodybuildé des deux, et donc Jared avec la chemise à carreaux. Donc à l'origine, il faut savoir que aucun des deux n'est vraiment spécialisé en jeux vidéo. Il me semble, si je me souviens bien, que c'est Jared qui dessine beaucoup. Alors c'est l'un ou l'autre, hein, souvent. Comme ils sont frères jumeaux entre guillemets aussi, de faux jumeaux, c'est un peu compliqué de souvenir qui fait quoi. Mais l'un des deux avait l'habitude de beaucoup dessiner. Alors, il dessine mais de façon amateur quand même. Voilà, c'est ça. C'est dessiné de façon vraiment amateur sur son sur son temps libre parce que c'était son passe-temps. Jusqu'au jour où ils ont eu l'idée de ce petit personnage en forme de tête de tasse. Qui vivrait des aventures, et ils ont fait des premiers croquis et ils se sont dit tiens, est-ce qu'on n'en ferait pas un jeu? Et ils ont décidé de se lancer dans cette aventure, mais ils n'avaient absolument aucune connaissance à ce moment-là. Ils partaient de zéro, et tellement de zéro qu'ils ont voulu commencer à développer le jeu sur Java, et très vite ils ont compris que c'était une erreur. Ils se sont remportés finalement sur le moteur j'ai plus le nom, Unreal Engine, je sais plus, voilà, qui est comme beaucoup plus adapté à ce qu'ils voulaient faire. Oui, et puis ça offre quand même beaucoup d'outils pour le développement. C'est ça. Complètement. Qu'on ne retrouve pas ailleurs, quoi. Ouais, rien que pour les styles d'animation, tout ça, c'était quand même beaucoup plus pratique. Et ils se sont lancés dans cette aventure qui, du coup, a finalement trouvé, j'allais dire, entre guillemets, sa fin, mais surtout la fin du développement à la sortie du jeu, donc assez récemment, le 29 septembre 2017. Voilà. Le jeu a un peu moins de à peu près 6 mois. C'est vrai, mais en même temps, ça fait quand même plusieurs années qu'on en entend parler. Il me semble que la première fois qu'on l'a vu, c'était à l'eCube 2015. C'est ça, oui. 2015, en fait, alors 2015, parce que normalement, à l'origine, le jeu devait sortir en 2015. Ouais, c'est ça. C'était ce qui était prévu. Sauf que quand Jared et Chad se sont lancés sur le projet, ils étaient une équipe de 3, en comprenant Jared et Chad. C'est compliqué à 3. C'est pas énorme quand on veut développer un jeu. Bon, à l'origine, Cuphead, c'était pas censé être un jeu aussi abouti. Ça devait être un jeu vraiment beaucoup plus simple, avec juste des phases de boss. En fait, ils voulaient s'inspirer un petit peu de Megaman avec cette succession de boss où tu choisissais, tu le bats et tu peux aller à suivant, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis petit à petit, ils ont commencé à vouloir mettre des choses qui les intéressaient dedans, leurs inspirations, tout ça. Et forcément, le jeu a très largement débordé par rapport à leur projet. Les retours à l'eCube ont été quand même très très positifs. C'est ça. Ils ont eu énormément de soutien. Je pense que ça les a vraiment motivés à continuer à développer beaucoup plus le jeu, beaucoup plus qu'ils le pensaient au début. Complètement. Donc du coup, ils ont continué et persévéré, et finalement, hop, voilà. Le studio MDHR a vu le jour, et aujourd'hui on compte une équipe de 19 personnes, en comprenant les deux fondateurs évidemment. À l'heure actuelle, ils cherchent d'ailleurs une 20e personne, donc si vous savez parler américain et que vous voulez vivre au Canada, allez-y. Ah, ils sont au Canada? Ils sont au Canada. Ah ouais, intéressant. Ouais, ils sont au Canada, et du coup ils cherchaient une personne justement pour leur prochain jeu, parce que évidemment maintenant qu'ils ont développé leur studio et que Cuphead a quand même cartonné, on peut le dire. C'est un succès terrible. Ça les a confortés dans leur idée de faire des jeux à leur manière. Je trouve que c'est une très très bonne chose. Bon, le développement n'a pas connu que des jours heureux. Une des affaires qui a le plus été ébruitée au moment de la sortie de Cuphead, c'était la fameuse histoire de ces personnes qui auraient hypothéqué leur maison, auraient revendu leur voiture. Il faut savoir qu'une partie de cette histoire est vraie, mais apparemment, en tout cas pour l'instant des sources qu'on a, ça n'aurait touché surtout que les deux dirigeants en fait de studio MDHR qui ont mis tellement de moyens, d'argent et de passion dans leur jeu que effectivement tous les deux ont hypothéqué chacun leur maison, et qu'il y en a un sur les deux qui a vendu sa voiture. Ah oui, ça allait loin. Ils sont allés loin dans leur passion. Ils l'ont pas caché, ils ont donné plusieurs interviews. Une interview dans le Time qui est très intéressante où ils donnent énormément de détails sur le développement. Il y a même une vidéo où on voit une des personnes de leur équipe qui travaille sur un des boss. Le boss, pour ceux qui connaissent Cuphead, si je dis le boss avec la tête de fleur, vous allez tout de suite voir qui c'est. C'est super intéressant.
honnêtement, et on apprend plein de choses. Et justement, ils confirmaient que effectivement, en termes de financement, ils ont vraiment galéré. C'est pas un jeu qui me semble qui a bénéficié d'un financement participatif, en tout cas pas à ma connaissance. Donc c'est surtout pour ça en fait que finalement le jeu a été un gouffre financier astronomique. Je pense qu'ils ont dû galérer au début, complètement. Disons que passer d'une équipe de 3 personnes à une équipe de 19, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, ils ont fait un pari gagnant quand même. Oui, ça a été très risqué honnêtement, et effectivement d'eux-mêmes, de leur propre aveu, ils ont conseillé ne faites pas ça. Clairement, c'est une idée vraiment nulle. C'est très très dangereux parce que eux ont eu, j'allais dire un peu entre guillemets de la chance que ça soit un jeu qui était assez suffisamment novateur et surtout qui est sorti, je pense vraiment au bon moment. Je pense qu'il y a peut-être un an avant ou un an après, ça aurait été trop tard. Là, il fallait le sortir à ce moment-là. Il est sorti pile au bon moment. Ça a fonctionné. C'est un jeu de qualité, mais c'est pas quelque chose qu'il faut faire. Voilà, c'est la première chose qu'ils ont dit. Ne faites pas la même chose. C'est vraiment pas une bonne idée. Donc l'équipe de 19 personnes. Et ensuite, on va parler un petit peu donc de l'animation, qui est un point hyper méga intéressant. Voilà. Donc j'ai juste quelques informations que je donne comme ça en passant par rapport au studio. Donc comme j'ai dit, le jeu est sorti le 29 septembre 2017 sur PC et également sur Xbox One en exclusif. Voilà. Et oui, il faut savoir que, alors je me suis trompée, c'est pas du tout l'engine, c'est Unity. Ah, c'est Unity. Voilà, je revois mes notes, hein, je triche un petit peu. Et il faut savoir qu'en fait, le jeu a commencé à être développé en 2010 parce que les frères ont eu un peu une révélation en faisant leurs dessins et en voyant la sortie de Super Meat Boy. Et ils ont voulu faire quelque chose de similaire en fait. Ça a marqué beaucoup de monde. Voilà, mais avec leurs pattes. Et puis on voit que mine de rien, c'est assez intéressant. Donc concernant l'animation, donc là comme vous voyez ce petit bonhomme qui a l'air très content d'être présent, c'est une animation qu'on appelle le Rubber Hose. J'essaye de le prononcer pareil, mais je suis sûre que je le prononce super mal. C'est une animation qui est inspirée des studios, des animations de Fletcher Studio, de Disney, et ils ont cité plein d'autres, hein, je vous le donne en pêle-mêle, Comicolor, Van Buren, Columbia Pictures, Copley Pictures, plein qui ont utilisé cette animation. C'est une animation qui a connu son apogée dans les années 30. Fin années 20, début années 30. Ça n'a pas du tout été lancé, comme certains le pensent, par la Fleischer Studio. C'est simplement qu'ils en ont fait leur spécialité. Mais c'est venu de différents petits studios qui ont voulu expérimenter et ça a eu un succès incroyable, un peu comme pour Cuphead, jusqu'à ce que certains studios, dont la Fleischer, se sont fait spécialistes de cette animation-là. Donc la Fleischer Studio, pour ceux qui ne situent pas, Betty Boop. Voilà, c'est tout simplement. Voilà, je pense que là, les gens ont compris là. Je pense que c'est suffisamment connu. Donc cette animation pourrait être traduite, parce que c'est la traduction littérale, hein, c'est tuyau en caoutchouc. Je pense que vous comprenez très très vite pourquoi. C'est vraiment cette fluidité, ce côté un petit peu sautillant et dynamique. C'est un peu ce qui a inspiré ces lignes de traits là de dessin, quoi. Voilà, donc c'est des dessins entièrement faits à la main avec une animation fluide, voilà. Sachant que pour le jeu a été majoritairement fait également à la main. Ouais. Ça m'étonne pas. Façon comme les Disney avec les 24 images par seconde, etc. Ça m'étonne pas. Enfin, c'est vrai qu'on retrouve quand même cette patte dans le jeu. C'est ça, c'est assez intéressant. C'est vraiment très typique. Je trouve qu'ils ont réussi à le retranscrire de façon magistrale dans le jeu, quoi. Ah mais complètement. Ouais. Donc voilà, donc ce style très connu, voilà. Alors par contre le style a eu un gros déclin dans les années 40. Vraiment, c'est un style très qui a eu un succès fou, mais qui a très vite été dépassé, notamment par la colorométrie, si je me trompe pas dans le terme, quand ils ont commencé à mettre des couleurs dans les dessins animés, tout simplement. Parce qu'à l'époque, ce style d'animation-là était majoritairement en noir et blanc, puis Disney en a fait une spécialité, et petit à petit, des gros studios comme la Fleischer ont perdu énormément de vitesse et ont fini par pas couler tout de suite. Ils ont été rachetés, ils se sont plutôt spécialisés dans des films et dans d'autres trucs d'animation qui n'étaient pas terribles, et finalement ça s'est terminé dans les années 60, je crois, si je me souviens bien. Voilà. Bon. Mais c'est un style vraiment qui a marqué, car aujourd'hui beaucoup de personnes reconnaissent un petit peu ce style, ce côté un peu, un peu élastique, un peu caoutchouc. C'est vrai qu'on a tous déjà vu des vieux dessins animés avec ce style. Ah, complètement. Et puis, voilà, en voyant le jeu,
on se remémore tout de suite ce style de dessin animé, et ça vient tout de suite à la tête. C'est ça. Et ce qui est assez drôle, parce que ça soit connu autant chez nous, c'est assez particulier, puisque c'est vraiment une animation purement américaine. Ouais. On n'a même pas d'équivalent pour le mot en France. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. C'est vraiment très très particulier. C'est quelque chose qui a connu un succès vraiment là-bas. Nous, on s'en est pas vraiment inspiré, mais finalement, on connaît parce que c'est des grands classiques. Oui, voilà, des grands classiques. Ça se retrouve quand même dans beaucoup de styles encore d'animation, même encore aujourd'hui. Donc, un petit exemple des animations qui pouvaient être faites à l'époque. Donc le fameux tuyau en caoutchouc, où là on retrouve bien l'effet qu'on voit dans Cuphead avec les déplacements que vous avez pu voir au tout début. Donc voilà, hop. Donc d'autres petits jeux inspirés en termes de graphisme un peu comme Cuphead. Donc j'en ai mis 2 majoritairement parce que c'est les 2 qui sont venus en tête. Donc les 2 étant, alors le premier étant un jeu indépendant également, Epic Mickey par contre non, parce que je ne sais plus par qui c'est développé, mais c'est un... Epic Mickey c'est un gros jeu quand même. C'est un gros jeu, donc on n'est plus du tout dans l'indépendant, mais si vous aimez bien le style, ça peut vous intéresser. Donc pour Bendy and the Ink Machine, qui est vraiment peut-être le jeu qui rend vraiment hommage à cette animation-là, puisque c'est un jeu d'horreur. Ah ouais, on dirait pas en voyant... On dirait pas. J'ai hésité à mettre une autre image qui était beaucoup plus explicite, mais je me suis dit que non, quand même, on allait éviter de faire des cauchemars aux gens à partir du milieu de l'après-midi. Mais voilà, c'est un jeu d'horreur. Donc il a un sourire un peu malsain quand même. Oui, et puis les pointes sur la tête, c'est surtout ça qui est important dans le jeu. Donc c'est un jeu qui a été développé il y a pas très longtemps, 2015-2016 à peu près. C'est un jeu à épisodes, donc le premier épisode est gratuit. Si vous voulez le tester, vous pouvez le télécharger, il n'y a pas aucun souci. Voilà. Il est vraiment intéressant et l'histoire se base sur l'histoire d'un pauvre animateur qui vit sa vie, qui travaille énormément et qui a créé son petit personnage, Bendy. Le problème, c'est que son petit personnage, il a décidé que être un personnage 2D, c'est pas terrible, qu'il en a marre que les gens puissent faire n'importe quoi avec lui, donc il décide de se venger. D'accord. Donc il se retourne contre. Il se retourne contre toutes les personnes du studio en fait, et il piège. Voilà. Et en fait, nous on joue l'animateur qui essaye désespérément de sortir du studio sans se faire tuer. Et c'est très intéressant puisque tout dans le jeu devient, on va dire, dangereux, puisque tout ce qui peut avoir de l'encre, du papier ou autre peut potentiellement lui permettre de pouvoir nous atteindre. Dans un studio d'animation, c'est un peu chiant parce que c'est peut-être un petit peu le truc qu'on retrouve le plus. Donc vraiment, le jeu est hyper intéressant. C'est pas un jeu qui est parfait non plus. Il a des défauts, il y a quelques bugs qui peuvent être un petit peu irritants. Mais vraiment, vu que le premier épisode est gratuit, je vous conseille de vous faire une idée. Par contre, voilà, je vous préviens, c'est un jeu d'horreur. Il y a quelques jumpscares, il y a quelques moments de frayeur, quelques moments un peu malaise aussi. Si c'est pas votre truc, le faites pas, clairement. Mais voilà, c'est un jeu qui me venait en tête. Je ne connaissais pas Bendy, donc je pense que je vais tester. Ça a l'air sympa. Ah bah parfait, au moins comme ça sera une personne au moins sûre qui testera. Voilà. Et pour le deuxième jeu qui a quand même été beaucoup plus connu au moment de sa sortie, Epic Mickey. Donc voilà, donc on est dans un style encore un petit peu différent, mais on retrouve un petit peu cette patte graphique. Ça se voit un petit peu dans le gif avec les membres qui s'étirent comme ça, qui sont un petit peu ondulés. Voilà, c'est un jeu qui est vachement bien aussi, qui d'ailleurs est un peu comme Bendy du côté un petit peu réflexion autour de la création et un peu sombre aussi, mine de rien. C'est pas un jeu évident. Donc voilà un petit peu pour Cuphead. Après, il y a plein d'autres choses à savoir pour un petit peu pour information. Donc le projet, donc comme j'ai dit, c'était 2 frères, mais c'est 2 frères jumeaux. Comme Cuphead et Mugman, ils ont pris aussi un petit peu d'inspiration là-dessus. Un petit peu en pêle-mêle les jeux dont ils se sont majoritairement inspirés, donc des run and gun. Alors j'ai pas expliqué, je crois, les run and gun en plus. J'en ai parlé tout à l'heure, mais j'en ai même pas expliqué. Les run and gun, en fait, en gros, c'est littéralement courir et tirer. Voilà. C'est-à-dire que dans le jeu, quand vous allez vous déplacer avec Cuphead, vous allez majoritairement courir tout en tirant en même temps. C'est un peu un dérivé, c'est un type de shoot 'em up, mais bien particulier. C'est ça. Voilà, et donc pour ceux qui connaissent.
NES, il y a Contra, c'est ça, voilà, c'est surtout ce genre de jeu. C'est surtout le jeu qu'ils ont cité, c'est Contra 3 The Alien Wars, ou alors Gunstar Heroes. Voilà, il y a plein de, ou alors des jeux de tir avec des vaisseaux comme la série des Thunder Force. Voilà, c'est un petit peu le style de jeu dont ils se sont inspirés pour ce côté run and gun. Il y a des passages en avion, il me semble. Il y a des passages en avion qui ressemblent beaucoup à des jeux de shoot qu'on en avait dans les années 80. Totalement. Qui sont des passages vraiment sympas en plus. Qui sont très très bien gérés et qui choquent pas trop par rapport à ce qu'on peut voir dans le reste du jeu, donc c'est ça qui est intéressant. Donc il faut savoir que le jeu, ce qu'il a bien marché, c'est hallucinant comme ça a bien marché. Il a remporté donc au dernier Game Awards, donc qui remonte à pas très très longtemps, alors il a eu en tout 4 nominations, mais il a obtenu 3 récompenses, ce qui est hyper honorable. Donc la récompense de la Best Art Direction, ce qui est quand même mérité. Ce qui est mérité. Best Independent Game, meilleur jeu indépendant de l'année, et ce qu'ils appellent The Best Debut Indie Game. Donc en gros le jeu indie qui a eu le meilleur départ, on va dire ça comme ça. C'est quand même assez impressionnant, pour des gens qui ont commencé de zéro, qui n'y connaissaient rien, qui entre-temps en plus ont connu énormément de galères, ont énormément tâté, mais justement à un moment un des frères dans une interview expliquait que c'est peut-être ce qui leur a justement permis de s'accrocher, c'est que n'ayant aucun élément de comparaison et aucun moyen de savoir s'ils allaient dans la bonne direction, ils se sont simplement accrochés en espérant qu'ils finiraient par arriver à bon port. Comme quoi ça a payé, mais c'est vrai que c'était excessivement risqué. Et, oui, ça a été très risqué, mais ils ont réussi quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Et les retours ont été vraiment extraordinaires, avec un vrai phénomène à la sortie, avec beaucoup de youtubeurs qui se sont mis à faire des vidéos dessus, plein de lives sur ce jeu. Je crois qu'il était passé dans les top tendances de Twitch. C'était quelque chose d'assez impressionnant. À peine le jeu est sorti, une semaine après, il y avait déjà les speedrunners qui étaient dessus. Je crois qu'à l'heure actuelle, le record, c'est un truc comme une vingtaine de minutes. Moi, j'étais sidérée de voir que quelqu'un pouvait finir ce jeu en 20 minutes, alors que moi, j'ai pas réussi à dépasser le deuxième boss. Et pourtant, j'ai insisté, mais j'ai pas encore eu le temps de continuer beaucoup. Mais voilà, donc il faut savoir aussi que sa moyenne tourne sur Internet entre 8 et 9,5 sur 10, donc sur tout type de site confondu. Voilà, c'est un jeu qui a été accueilli. Je me souviens que beaucoup de personnes avaient un peu peur que le jeu soit mal accueilli ou qu'il ait pas énormément de succès, là où des gens l'attendaient à 2 pieds fermes. Et en fait, ça a vraiment marché. Je pense que cette attente et ce côté un petit peu bouche à oreille, il y a un jeu différent qui sort, parce que c'est vrai que effectivement Cuphead, on peut lui trouver plein de défauts, il y a toujours des choses, des petites erreurs. Quand le jeu est sorti au début, par exemple, ça arrivait parfois que la sauvegarde, en fait non, elle ne sauvegardait pas, ce qui peut être assez rageant, ce qui peut être honnêtement vraiment rageant. Ça a été corrigé vite, mais ça pouvait être un peu rageant quand au début on débute le jeu et que en fait on refait toujours les mêmes phases parce que à chaque fois on sauvegarde et puis on revient au début. Il y a des imperfections, mais j'ai envie de dire, comme beaucoup de jeux, ça reste que l'idée, la façon dont elle a été exploitée, cette idée, c'est impressionnant. Ça a été très impressionnant. Je trouve que ils ont bien exploité, que ça soit leur histoire, leur design, tout en fait. Tout, c'est quand même assez impressionnant. Ouais, tout à fait. Après, en termes de petits défauts, certains ont reproché que c'était vraiment trop dur. Oui. Mais ça, c'est quelque chose qui est revenu assez souvent. C'est revenu assez vite, mais au final, je trouve pas la critique vraiment pertinente, parce que disons qu'il y a jeu dur et jeu dur. Par exemple, il y a pas très longtemps, il me semble, alors je sais pas s'il est déjà sorti ou s'il va sortir, mais ils ont parlé, un studio avait parlé de développer un jeu où si tu mourais, ta sauvegarde était effacée. Moi j'appelle ça difficile. Effectivement, ça je trouve que c'est même, c'est très frustrant. je trouve que c'est même un peu cruel. Oui, c'est cruel quoi.
Parce que en plus il me semblait que dans le jeu il parlait que en gros c'était une touche un mort quoi. C'est voilà, c'est on réfléchit pas et là on en est quand même pas là parce que bon Cuphead il a des vies limitées hein, clairement. C'est un jeu difficile mais c'est pas un jeu qui est cruel. Ouais, c'est ça. C'est que bon, c'est sûr que c'est quand même très difficile de devenir un des boss. Oui, complètement. Mais avec de l'entraînement, on y arrive. C'est ça. C'est pas comme certains jeux et puis, on peut pas y arriver parce que le jeu est fait pour être trop dur. Cuphead, il est fait pour que ça soit difficile, mais qu'on y arrive au bout. Voilà, parce que en plus, la différence de certains jeux qui peuvent vraiment être très durs, Cuphead, on a envie d'y retourner parce qu'avec les mécanismes qu'on a observés, qu'à force de mourir, on a compris que non, faut pas faire ça, faut faire autrement. Ça donne envie d'y retourner. Là où des jeux vraiment qui seraient très très durs, on a juste envie de les couper et de plus jamais les ressortir de leur boîte. Hein. Je veux dire, si on va pas s'infliger ça. Après, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Si vous voulez vous infliger du mal avec des jeux vraiment très très durs, bon écoutez, allez-y. Mais ça donne surtout envie d'y retourner et de se dire j'ai essayé telle méthode, je pourrais peut-être essayer une autre et puis de recommencer et puis on va réussir à faire une première phase et puis la phase d'après on la connaîtra pas, alors du coup on va forcément se planter et c'est vraiment ça marche. Et puis ça le marche jeu avec est ce jeu. tellement beau et on a envie d'avancer dans le jeu pour découvrir les nouveaux niveaux parce que les designs de chaque niveau c'est à chaque fois une découverte en fait. Mais complètement. On découvre un univers, une animation, etc. Quelque chose d'extraordinaire. Donc on a envie de se forcer peut-être à mettre du temps sur chaque boss, mais on a envie d'avancer pour découvrir le reste. Voilà, c'est ça. Et honnêtement, je pense que ce jeu mérite qu'on passe du temps dessus, au moins de le tester au moins une fois. Après, je conçois totalement que les gens qui sont pas très très fans de jeux, il faut recommencer plein de fois, ça va pas vous plaire, et c'est normal, c'est pas grave. Mais vraiment, si vous n'êtes pas quelqu'un qui est rebuté par cet aspect-là de recommencer plein de fois la même chose pour essayer de comprendre les mécaniques, foncez parce que vraiment c'est un jeu qui est très très bien. D'ailleurs, on parlait du graphisme, on parlait de l'histoire, mais on peut parler aussi de la musique. Alors, j'ai noté le nom, voilà. Donc, la musique est inspirée donc clairement de la musique jazz et elle a été créée donc par Chris Madigan, qui est quelqu'un qui travaille à Toronto dans des opéras, c'est une très grosse pointure en termes de musique. C'est quelqu'un qui s'y connaît et ça s'entend. Les musiques sont excellentes. Voilà, toutes les musiques ont été travaillées. Alors, il faut savoir qu'en gros ils ont voulu faire un petit peu comme les systèmes d'opéra ou ce genre de choses là, c'est-à-dire c'est des musiques qui se suivent, c'est des musiques d'ambiance qui se suivent dans l'histoire, qui racontent quelque chose finalement. Les musiques racontent quelque chose en plus de l'histoire. C'est vraiment pas un ajout pour habiller, pour le fait que ça soit pas vide, c'est vraiment important dans l'histoire. Ça fait partie même des niveaux, ça donne une identité à chaque niveau. Ça peut donner aussi des fois des indications parce qu'avec les musiques qui changent, avec les bruitages, ça peut permettre aux gens de comprendre un petit peu les mécaniques. Vraiment, la musique, moi honnêtement, je me lasse pas de l'écouter en dehors du jeu. Clairement, c'est assez impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Je ne connaissais. Écoutez la musique. Voilà, écoutez la musique de Cuphead. C'est vraiment terrible. Bon. Et ils ont poussé le vice jusqu'au bout puisque au tout début du jeu, ça s'ouvre sur une musique. J'ai plus les noms, mais un petit peu façon Powo, tout ça. Et c'est assez impressionnant, tellement ils ont bien géré. Bon, pareil, on le voit pas forcément dans les screens. Je reviens un petit peu dessus. Hop. Voilà. On voit pas forcément là dans les screens, mais en fait il faut savoir que sur le jeu il y a aussi une espèce de filtre qui est intégré tout le temps. Alors je suis pas sûre qu'on peut le désactiver. Beaucoup de personnes s'étaient plaintes en disant que ça serait bien qu'ils aient une option pour la désactiver. Alors je sais plus si c'est le cas ou pas, mais c'est un effet qui fait un petit peu, j'allais dire, les vieilles VHS avec ce grain, avec ces petites brûlures, ces effets de bandes qui sautent. C'est voulu, c'est pas votre jeu n'a pas un problème, c'est vraiment voulu. Et je trouvais ça dommage de l'enlever d'ailleurs. Je peux comprendre après pour certaines personnes qui peut-être ont des difficultés de lisibilité. C'est vrai que c'est pas hyper méga. De lisibilité voilà, de temps en temps. Parce que de temps en temps, sur certaines phases de boss, au moment où il y a l'image qui fait un petit peu comme si il y avait une bande d'un seul coup qui apparaissait. Bon, c'est léger, hein, c'est avec une opacité assez importante. Ça reste que des fois, ça peut surprendre, ça peut ne pas aider parce que certains boss, c'est avec des projectiles et si vous avez ça qui apparaît en plein milieu, ça
vous déconcentre, vous savez plus où sont les projectiles et bon, vous l'apprenez clairement. Ça enlève un peu de caractère au jeu quand même. Un peu quand même. Donc après, en termes pour revenir un peu sur le gameplay, Cuphead, donc ce que je disais aussi, c'est un jeu qui est difficile, mais c'est pas un jeu qui est frustrant dans le sens où dans Cuphead, vous pouvez pas réellement, enfin, vous mourrez, mais pas définitivement. C'est-à-dire que quand vous faites un boss, vous avez un nombre de vies qui varie en fonction des améliorations que vous pouvez prendre dans le jeu, parce que dans le jeu, vous pouvez avoir des améliorations d'armes, mais aussi des améliorations de la vie, de la vitesse et ce genre de choses-là. Si vous perdez contre un boss, c'est que vous avez perdu tous vos cœurs et en fait vous allez simplement devoir recommencer la phase depuis le début. Mais c'est pas comme dans certains très vieux jeux qui faisaient ça de façon un peu sadique. Vous ne revenez pas au menu principal avec tout à refaire. Vous n'avez juste que ce passage-là à refaire. Bon, ce qui peut déjà être en soi assez énervant, mais ça reste que c'est quelque chose qui est accessible. Oui, tout à fait. Sinon, voilà, il n'y a pas de game over frustrant qui te font recommencer depuis le début où tu te dis c'est exactement c'est bon, j'arrête, j'en peux plus. Ah non, mais c'est complètement ça. Et voilà. Cuphead, je pense que c'est vraiment un jeu qui est intéressant. Beaucoup de gens ont critiqué que ça soit la façon dont ça a été développé. C'est vrai qu'effectivement, c'était une équipe de 19. Ils ont tous travaillé assez longtemps, des fois dans des conditions peut-être pas forcément idéales. Ça reste que c'est un jeu qui vaut le coup d'œil et par rapport à d'autres studios qui se disent indépendants, on sent réellement cette patte un peu indépendante. Il y a parfois des défauts, des gens se sont amusés à faire des screens pour montrer ah bah là ça a été mal dessiné ou autre. Honnêtement, déjà, je trouve ça un peu dommage parce que voilà, c'est pour un jeu qui a été fait beaucoup à la main. Alors, je ne crois pas qu'elle a été fait entièrement à la main non plus, mais beaucoup de choses ont été faites à la main. Je trouve que c'est un peu dommage de s'arrêter là-dessus. Cependant, c'est un jeu qui, malgré ses quelques défauts disséminés à droite à gauche, c'est un jeu qui est vraiment très bon. Voilà. On a hâte de voir la suite de ce que va faire le studio. Honnêtement, oui, j'ai hâte de voir ce que MDHR va pouvoir nous proposer, sachant qu'ils ont dans l'idée de maintenir l'équipe qui a travaillé sur Cuphead en reprenant quelques personnes en fonction de leurs besoins. Apparemment, ils ont déjà plein d'idées qui vont très loin. Est-ce que tu sais s'ils vont... s'il y a une suite à Cuphead qui est prévue? Alors honnêtement, ils n'ont pas abordé beaucoup cette question-là dans les interviews que j'ai pu voir. Honnêtement, je pense que dans un premier temps, non. Ouais. Parce que clairement, ils ont exprimé, en tout cas dans les interviews, ce qui revenait beaucoup, c'était leur volonté de vouloir faire un truc vraiment à nouveau très inédit. Je pense pas que pour eux, ça signifie un Cuphead 2. Tant mieux, parce que mais après, s'ils ont des idées, autant que... Après, peut-être qu'ils espèrent avoir un peu plus de recul aussi, parce que bon, quand on vient de développer un jeu et qui a fonctionné, des fois, ça peut arriver d'avoir envie de refaire encore un numéro 2. Mais peut-être que, et ça a l'air d'être un peu leur souhait, ils ont envie de prendre un peu de recul avec tout ce qu'ils ont gagné comme expérience grâce à Cuphead pour faire quelque chose de nouveau, de différent et en gros pas se reposer sur ses acquis. Ouais, c'est ça, mais c'est bien parce qu'ils tombent pas dans la facilité de se dire bon bah Cuphead a marché, banco on lance Cuphead 2 quoi. C'est ça, voilà, bon, moi je trouve que c'est plutôt bien. Après, oui, je sais qu'il y a des gens qui ont déjà hâte d'avoir un Cuphead 2. Bon, bah, moi j'ai envie de dire, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire tout court. Ouais, c'est ça, c'est qu'on sent qu'ils sont inspirés quoi. Ah, complètement. Voilà, ils sont très inspirés. Qu'ils soient inspirés de ça ou peut-être d'autres choses. Voilà, s'ils nous proposent des jeux qui sont différents comme ils nous ont proposé avec Cuphead, moi je suis ok. Ah, moi pareil. Donc du coup, voilà, donc on a quand même beaucoup parlé de Cuphead en termes de jeux vidéo indépendants. Donc toi, je sais pas si tu en as joué récemment. Récemment, j'ai joué à Hollow Knight. Oui, très bon. Très bon. C'est un de mes coups de cœur de l'année. Avec Cuphead, en fait, c'est les deux sorties indé de l'année qui ont cartonné de toute façon. Et c'est vrai que Hollow Knight a été très bon. C'est vrai que c'est un très bon jeu. Donc après, pour ceux qui connaissent pas forcément, si tu peux parler un petit peu du jeu, du coup. C'est un Metroidvania, on va dire, dans un univers un peu dark, très inspiré et une histoire intéressante aussi, un gameplay aux petits oignons. Ça c'est un jeu qui est formidable à jouer quoi. Je me suis régalé à jouer à ce jeu quoi. Vraiment. C'est vrai que c'est un jeu qui a une mécanique intéressante, pareil on retrouve un petit peu ce côté
jeu vidéo indépendant à la fois très pertinent dans l'histoire et en même temps très intéressant dans le gameplay, très beau visuellement. Très inspiré dans le design. Ah ouais, mais très beau visuellement. On a c'est ça aussi qui est bien, c'est que des fois on a des vraies pépites. Moi je sais que niveau jeu vidéo indépendant, alors je suis un peu accro. En fait, assez paradoxalement, j'aime énormément jouer aux jeux vidéo indépendants. Pour autant, je mémorise pas tout et je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment passionnés par ça et qui sont une mine d'informations et je suis assez impressionnée. J'aimerais pouvoir avoir autant de connaissances sur le sujet, mais je me suis intéressée aux jeux indépendants vraiment très très tard. Ça fait peut-être un an et demi où vraiment dès qu'il y en a un, je fonce, je regarde, je m'intéresse et je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. Donc il y a eu Hollow Knight. Bon, moi ça a commencé un petit peu avec la sortie de Binding of Isaac. La réédition, je précise. Oui, parce que le premier, le premier est bien, il faut dire il est bien, mais il y avait des défauts quand même. Le moteur était vraiment un jeu développé sur Java. C'est pour ça que je me dis qu'ils ont bien fait de pas faire ça pour Cuphead. Quand je vois ce que ça a donné, je me dis qu'ils ont bien fait d'éviter de tomber dans ce piège-là. En termes de bugs et trucs comme ça. Non, puis en plus ils ont fait pour moi je trouve une erreur, c'est que le premier Binding of Isaac, comment dire, voilà, il avait des défauts, mais il était très bien comme ça. Et puis, quand ils ont commencé à faire des extensions, j'ai trouvé que le jeu devenait de plus en plus lourd. Je sais qu'alors, aujourd'hui, je peux plus lancer le premier Isaac, alors que j'ai un PC qui fait tourner The Witcher 3 en ultra. Je me dis, mais quelle est cette sorcellerie ? Et en fait, le jeu est excessivement lourd. Il est toujours jouable, hein, pour ceux vraiment qui ont envie, mais il est très lourd. Et moi, personnellement, ça ne me donne pas surtout trop quand on a touché à la réédition, touché au premier, je sais qu'il y en a certains qui n'ont pas du tout aimé la réédition et ce que je peux comprendre, hein, la nostalgie. Faut dire que la réédition est quand même un peu moins difficile que le premier. Ça là-dessus, d'accord. C'est un poil moins difficile. Un poil moins. C'est un peu plus quali après. C'est un peu moins difficile au début. C'est au fur et à mesure que ça devient plus dur, parce que je pense qu'ils ont compris que le joueur il aime pas trop se faire martyriser dès le début. En gros, au début, il faut que ça soit un peu difficile, mais quand même accessible. Et puis plus on va avancer, plus ça devient vraiment très très difficile. Ce qui fait que comme le joueur a acquis aussi de l'expérience, pour lui ça va quand même lui paraître un peu plus simple. De toute façon, c'est le genre de jeu où il faut de l'expérience parce que le jeu ne te donne rien en retour. C'est ça. Tu vas prendre un objet, tu ne sais pas ce qu'il fait. Voilà. C'est ça. Mais le jeu ne fait rien pour faciliter la tâche. Il n'y a pas un petit message qui va te dire cet objet il fait ça. Non, tu prends l'objet, débrouille-toi. C'est exactement ça. Alors de temps en temps, on en a un qui sous-entend un peu son utilisation. Après, genre les one-up où c'est indiqué que c'est one-up. Mais par contre, il y en a certains où c'est une description hyper méga obscure et on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Et des fois, ça peut vous flinguer une partie entière. Et là, vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer, hein, clairement, il faut dire ce qui est. Moi, j'ai un peu commencé à m'intéresser aux jeux vidéo indépendants avec la réédition de Binding of Isaac, puisque je voyais plein de gens y jouer, je voyais plein de reviews qui disaient qu'il était vraiment super. Et je l'ai acheté. Et t'as pas été déçu? Je sais pas, je suis à peut-être 800 ou 900 heures de jeu dessus. Bon, j'y ai pas joué depuis un bon moment. Parce que sinon j'aurais passé les 1000 clairement, mais c'est un jeu qui littéralement peut-être presque m'a obsédé pendant un temps, parce que tellement addictif, c'est fou, qu'est-ce qu'on a envie de retourner sur ce toujours on a envie de faire des parties, on a envie clair. C'est terrible, on a envie de combiner des objets, on a envie de faire plein de trucs, mais c'est de complètement faire différents personnages, c'est la folie ce jeu. Voilà. Donc après ça a commencé comme ça, puis petit à petit j'ai commencé à lire des magazines sur les jeux vidéo indépendants, à regarder un peu ce qui se faisait, et honnêtement on fait des trucs même si ça a petit budget, même si ça met 5 ou 6 ans à sortir, je considère que les personnes qui font ça n'ont vraiment pas à rougir, parce que il y a dans le lot il y a des choses pas très bien, hein, on va être très honnête. Il y a des choses pas très bien, il y a des choses même voire malhonnêtes, hein, surtout quand on touche à tout ce qui est crowdfunding, en fait. C'est ça. Où on a quand même vu ces dernières années des pratiques qui étaient quand même
pas joli. Ouais, pas jojo, franchement, honnêtement. Voire même totalement de l'arnaque. Ouais, c'est ça. Voilà, je vais peut-être pas, on va pas forcément citer de nom, sinon on va se faire jeter des pierres. Mais disons que oui, voilà, des jeux qui, ou alors par exemple aussi un nouveau système qui se fait de plus en plus ces dernières années, le fait de pouvoir acheter un jeu quand il en est encore dans sa phase de développement, bêta, alpha, tout ce que vous voulez. Il y en a certains qui jouent avec ça et qui le font très bien. Je prends l'exemple de Clay Entertainment qui a fait Don't Starve et plus récemment Oxygen Not Included. Don't Starve est resté des années en développement, des années. Et il est sorti en version définitive il y a un an peut-être, à tout casser. Ouais, c'est ça. Donc c'est quand même très... Et pourtant les gens se sont accrochés, mais pourquoi? Parce que le jeu déjà de base était très stable, était très bon, il était très abouti, et le reste n'a été que du bonus pour moi. Et honnêtement... Ils ont ajouté des trucs super, ils ont ajouté du multi. Le multi, ils ont été réguliers, l'ouverture des modes, ce genre. C'est vraiment quelque chose qui montre que le studio s'est investi en fait dedans et a utilisé l'argent des personnes qui achetaient leur jeu pour pouvoir le peaufiner de plus en plus, argent qu'ils n'avaient pas au début pour faire entièrement tout ce qu'ils voulaient. Et ça, c'est une bonne façon de faire. Les financements participatifs, c'est pareil. C'est ça qui est très difficile de faire un jeu abouti quand derrière en fait on ouvre un financement participatif parce qu'on peut pas le faire. C'est sûr qu'on peut pas toujours avoir les jeux qui sont aussi aboutis, mais des fois c'est bien d'avoir au moins quelque chose. Ou alors que si on a une petite base et que qu'on participe, de faire en sorte que le jeu continue à être développé. Oui, voilà, ça peut être intéressant quand on a déjà le cœur du jeu qui est déjà fait. C'est ça. Parce que faut quand même pouvoir montrer quelque chose aux gens, quoi. Oui, sinon je vois vraiment pas l'intérêt. Et c'est arrivé malheureusement un trop grand nombre de fois que les gens ils montraient juste quelques visuels, mais c'est tout, quoi. C'est ça. Et puis bon, les visuels c'est pas parlant. Non, ça peut te donner un ordre d'idée un petit peu de l'aspect graphique vers lequel va partir le jeu, mais ça ne remplace pas le gameplay, ça ne remplace pas les on va dire un petit peu des images qui viennent du jeu, parce qu'une illustration, je prends un exemple, mais une illustration sur papier, c'est très joli, mais rien ne nous garantit que ça va être pareil une fois dans le jeu. Qu'est-ce qui va nous prouver que... Voilà, et c'est vrai que effectivement, c'est très compliqué pour ça à l'heure actuelle. C'est peut-être un petit peu le seul point négatif que je soulignerais de l'émergence du jeu vidéo indépendant, c'est que du coup beaucoup essayent de passer par ça pour faire des choses qui sont quand même, faut dire, gravement malhonnêtes, quoi. Parce que du coup ils partent du principe que des gens ont envie de voir des choses différentes, des choses en plus, et que du coup forcément ils sont prêts à donner de leur temps, de donner de leur argent pour ce genre de choses là, et c'est dommage parce que du coup ça peut rendre les gens un peu plus méfiants, et c'est ce que beaucoup de personnes avaient peur avec Cuphead justement. Est-ce que ça va bien fonctionner, est-ce que, alors lui il n'a pas eu de financement participatif, mais ça restait que les gens pouvaient être sur la réserve en mode mais qu'est-ce que c'est que ce truc, en fait les gens qui s'intéressaient au projet, on en a entendu parler, mais en dehors de si on s'y intéressait, le projet il n'avait pas bougé entre 2015 et 2017 en termes on va dire un peu média, ou alors de façon très très modérée. C'est vrai. Ça peut jouer en leur défaveur, mais à côté de ça, voilà, on a des jeux, on a Binding of Isaac, Super Meat Boy, donc du même développeur. FTL qui est très bon. FTL qui est excessivement bon. Des jeux aussi, des fois les jeux indépendants, c'est pas forcément des jeux qui sont forcément, on va dire, extrêmement originaux, mais moi je suis désolée, personnellement, des jeux comme Stardew Valley me fascinent. C'est très bon, ça. Je me rends compte que je peux passer des heures à planter des choux et que ça me fait mais c'est génial, quoi. Et ce qui est quand même fou, parce que dans la vie je ferais pas ça, quoi. Ça me passionne pas plus que ça. C'est pas ta passion, l'agriculture. Étrangement, c'est pas trop mon truc, quoi. Mais c'est ça qui est assez sidérant. Et voilà, pareil, là parlant de Stardew Valley, on parlait de Cuphead, deux frères jumeaux qui se sont lancés dans un projet fou. Ils étaient 3 au début, aujourd'hui ils sont 20. Ils étaient dans des galères pas possibles, et voilà où ils en sont aujourd'hui. Stardew Valley, on parle quand même d'un jeu qui a été développé par un gars.
gars, il était tout seul. Sa femme l'a aidé de temps en temps sur certaines choses parce qu'elle s'y connaissait un petit peu, mais il l'a fait tout seul. Ça a mis des années. Tellement profond. Et le jeu est super abouti. C'est-à-dire qu'il a fait un truc qui est quand même assez incroyable, c'est que le gars, plein de gens connaissaient son projet, il en parlait, machin. Plein de gens disaient, mais sors-le, même en version bêta. Et le gars, il était là, non, si je sors une version, c'est que c'est une version qui est déjà entièrement jouable. Et si je fais des choses, c'est pour du rajout, c'est du plus. C'est pas du mais je l'ai pas terminé. Non, c'est du plus. Et quand le jeu est sorti, il était complet, abouti. On pouvait y jouer de A à Z. Et tout ce qu'il a rajouté après, ce n'est que du bonus. Et quand les gens ont commencé à évoquer le fait de jouer à Stardew Valley en multi, le gars s'est dit ah bah oui, c'est vrai, c'est pas bête ça. Et là, il travaille sur le multi. Et je trouve ça fou parce que c'est totalement dingue, il est toujours tout seul, quoi. C'est le gars, il s'arrête jamais. Il a mis des années et des années. C'est impressionnant. Et pour un jeu qui effectivement est très profond, le côté, voilà, pour ceux qui connaissent pas trop Stardew Valley, c'est littéralement, j'allais dire un simulateur de vie, mais c'est ça. C'est Harvest Moon pour ceux qui connaissent. C'est Harvest Moon. C'est vous êtes un petit personnage. Alors en gros, c'est ça. C'est l'histoire. C'est vous êtes un petit personnage, donc une petite personne qui travaillait dans les locaux d'une entreprise qui est clairement montrée comme une entreprise. Vous êtes pas très contente d'être là puisque on a l'impression que tout est en noir et blanc, tout le monde fait des têtes de zombies et il y a même quelqu'un qui a oublié de débarrasser le squelette d'un ancien employé de son bureau. Ça m'a fait mourir de rire quand j'avais vu ça. Et à ce moment-là, vous ouvrez votre tiroir et vous vous rappelez de la lettre de votre grand-père qui vous signifiait que si jamais en gros il lui arrivait quoi que ce soit ou s'il disparaissait, il vous léguait ses terres, sa ferme, ses terres dans une petite ville et que vous étiez libre de faire ce que vous vouliez à ce moment-là. Et vous décidez de tout plaquer et de faire ça, quoi. Et c'est quand même assez fou parce que rien que ça, déjà, c'est très intéressant, ce côté un petit peu remise en question. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? La peur aussi de quitter des choses qu'on connaît pour des choses qu'on connaît pas, mais est-ce qu'on va être mieux? Est-ce que finalement on sera pas mieux? Rien qu'en une intro, je trouve que le jeu, il pose déjà des questions qui sont assez costauds, quoi. C'est sûr. Non, après, dans les jeux indés, certains abordent des sujets qui sont quand même assez graves. Par exemple, je sais pas si tu connais Paper Please. Oui, un jeu qui est quand même fait entièrement en pixels et puis qui est quand même très dur. Qui parle de dictature, mais aussi de choix moraux. Et voilà, c'est quand même super intéressant. Et c'est pas le genre de jeu qui pourrait sortir sur par des voies normales, on va dire. Mais c'est une personne qui a décidé de faire ça et qui a sorti son jeu et qui est d'une originalité et d'une écriture qui est formidable, quoi. Ouais. Alors je remettais ça parce que il y a quelqu'un qui disait pourquoi montrer des images fixes au lieu du gameplay du jeu, même en background, une vidéo qui boucle. En fait, comme je disais tout à l'heure, une question de droit, là c'est des images, je me dis que peut-être que ça passera un petit peu mieux. Et puis du coup malheureusement c'est dommage parce que en gros on termine dans moins de 7 minutes donc. Déjà. Oui déjà. Mais c'est vrai qu'effectivement pour la prochaine fois il faudrait que je regarde si on peut pas mettre. Pareil, je voulais montrer des extraits musicaux tout ça, mais c'est toujours le même problème, c'est en termes de copyright, tout ça. Alors, sur le site, il y a marqué qu'ils sont absolument pour que des gens fassent des vidéos sur Cuphead. J'aurais pu effectivement mettre une vidéo de gameplay, mais on était déjà tellement en retard que je me suis dit, on va partir là-dessus. Donc, désolé pour ceux qui veulent éventuellement une vidéo de gameplay. J'essaierai peut-être de mettre quelque chose rapidement à la fin. À la fin, on pourra peut-être mettre une vidéo dans les dernières minutes. Je vais essayer de voir si je peux pas en mettre une rapidement. Pendant que nous on discute, peut-être qu'on peut avoir une petite vidéo. Alors le truc c'est que hop. Ouais, non, après c'est des trucs que je pourrais pas mettre de vidéo. Je crois que mon PC il va me supporter en fait surtout. Je vois qu'il a du mal, donc désolé, mais la prochaine fois. Pour ceux qui sont intéressés de toute façon par le gameplay de Cuphead, allez voir sur YouTube, honnêtement vous allez sur YouTube et je vous conseille même si vous voulez vous prendre une claque, c'est d'aller sur YouTube et de regarder une vidéo de gameplay de Cuphead classique et ensuite regarder un speedrun. Et là vous allez vous dire que ces gens sont pas ces gens c'est pas des humains, c'est pas possible, honnêtement. C'est assez impressionnant, quoi. Je sais pas quoi dire, honnêtement. Je sais pas quoi dire face à des gens qui arrivent à faire des trucs comme ça.
Donc voilà, donc là on a fait quand même un bon petit tour de jeux vidéo indépendants. En termes de jeux vidéo indépendants, dans les prochaines sorties, là comme ça, j'ai pas de titres qui me viennent forcément. Je sais qu'il y a des projets qui se font, qu'il y a des... Il y a des gros projets comme Star Citizen par exemple. Voilà, des choses comme ça. Qui sont quand même, je sais pas depuis combien ça dure Star Citizen. Je sais rien. 5, oh là là, ça fait un moment quand même, je crois. Hein. Ouais, qui part d'un crowdfunding aussi, je pense. Oui, je crois. Mais qui devient un projet monumental, quoi. Complètement. Ou alors on parlait tout à l'heure Oxygen Not Include qui est sorti, mais il est toujours en phase de développement. Donc j'attends de voir ce qu'il va donner une fois fini, parce que encore une fois, on a un jeu qui pourrait être totalement jouable tel qu'il est là. Il va falloir que je le teste celui-là, il a l'air pas mal. Hein. Voilà, c'est assez impressionnant. Après, je sais qu'il y a des jeux indépendants qui étaient prévus, qui finalement ont été annulés, que j'espère pouvoir voir un jour. Par exemple, c'était Allison Road. Alors c'est un jeu indépendant, mais un jeu indépendant d'horreur, d'enquête, horreur, thriller, un petit peu dans ce genre-là. Pour ceux qui avaient suivi un peu à l'époque tout ce phénomène, c'était ce qu'on appelle les PTS-like, je crois, si je me souviens bien. En gros, lorsque Konami a travaillé sur le projet du prochain Silent Hills, avec un S à la fin, ils avaient fait une démo sur la PlayStation avec des images, des images vraiment très très photoréalistes, tout ça. Allison Run se basait là-dessus. Et c'était vraiment très intéressant. Le jeu, en plus, avait l'air d'être quand même bien avancé. Il y avait des phases de gameplay, il y avait des images vraiment du jeu en lui-même qui avait filtré. Et tu sais pourquoi il y a eu une annulation, du coup ? En fait, le studio, à l'origine de ce projet, s'est rendu compte que c'était très très coûteux. Ils ont réussi à avoir un partenariat avec une grosse boîte, un peu comme Cuphead, qui a été un peu aidé par Microsoft, et c'est pour ça que c'est une exclusivité aussi Xbox One. Le problème, c'est que même si ça a été rattrapé, même pas un an après, il y a eu une déclaration tout simplement des développeurs qui ont dit que pour l'instant, en tout cas, ils pouvaient pas aboutir le jeu. Et on n'a pas vraiment d'explication. On ne sait pas si c'est technique, budgétaire. On ne sait pas trop en fait. C'est dommage, c'est dommage. Ouais. Honnêtement, c'est franchement dommage parce que le jeu, il avait l'air vraiment d'être très intéressant. Parce que par rapport à plein de jeux qui voulaient juste faire une copie de cette démo de Silent Hill, là, on avait un jeu qui était à part entière, avec une histoire, avec un objectif, avec des personnages, et vraiment, c'est ce genre, c'est pour ce genre de truc là où des fois aussi je suis un peu dégoûtée parce que je suis sûre qu'il y a plein de jeux vidéo qui pourraient voir le jour et des fois il manque pas grand chose. Donc bon, voilà. Après, pour l'année prochaine, je sais pas. Je suis beaucoup. Si ça vous intéresse, après, vous pouvez regarder sur Internet. Il y a plein de sites spécialisés sur. Voilà, c'est ça. Il y a plein de sites spécialisés sur les jeux vidéo indépendants. Si vraiment c'est quelque chose qui vous intéresse, foncez. Il y a des sites qui permettent d'avoir des jeux indépendants vraiment à des prix très corrects. Et puis même en règle générale, si vous voulez jouer à un jeu vidéo indépendant, achetez-le parce que ça reste. C'est souvent quand même assez abordable. Alors il y en a certains qui abusent un peu sur les prix, ça là-dessus je suis totalement d'accord. Mais voilà, il faut savoir que ça peut... En général c'est des jeux pas très chers et on sait que ça rémunère directement les gens qui l'ont créé. Et c'est des gens qui prennent des risques quoi en fait. Cuphead par exemple c'est un jeu qui coûte, je crois il coûte 19,99 €, 20 € quoi. Donc, ou 25 €, je sais plus. Mais c'est pas trop cher, en tout cas c'est en dessous de la barre des 30, on est entre 20 et 30 €. C'est quand même très très honnête pour un jeu de cette trempe là quoi. Donc voilà. Je vois qu'on est l'heure, je vérifie si on n'a pas eu d'autres questions entre temps ou pas. J'ai l'impression que la tablette ne veut pas. Elle charge. Ça charge lentement mais sûrement. Elles sont un peu molles les tablettes. Surtout j'ai l'impression que le Wi-Fi il en peut plus. C'est le problème qu'on avait ce matin. Ouais. Bon, alors je vérifie. Non, on n'a pas eu d'autres questions. Bon. Et du coup c'est très bien, comme ça on pourra rendre l'antenne à l'heure. Ça sera impressionnant. Alors bon, désolé, du coup ça a duré beaucoup moins longtemps. Il y avait encore plein de choses que j'aurais voulu dire, mais bon, on va savoir s'arrêter là aussi. Parce que si on commence à déborder sur tous les flux, on va être super à la bourre à la fin. C'est vrai.
Terrible. Donc voilà, donc on espère quand même que ça vous a donné envie au moins de connaître le jeu, sinon même peut-être de vous jeter dessus pour l'acheter. On ne sait pas. Au moins aller voir des vidéos. Au moins aller voir des vidéos, regarder vraiment, sincèrement, regarder des gameplays, regarder des speedruns, vraiment les speedruns de Cuphead. C'est vraiment, mais moi j'adore ça et moi je trouve que c'est passionnant. Regardez-les et puis voilà. C'est le seul conseil que j'ai à vous dire. Et surtout, passionnez-vous aussi pour cet univers au niveau des jeux vidéo. Cet univers qui mérite cette communauté, parce que c'est quand même une communauté de gens qui développent, mais qui aussi fait passer les infos. Et voilà, c'est un milieu qui est quand même très intéressant, qui est très soudé aussi. Complètement. Où il y a beaucoup d'entraide. Et voilà, donc c'est très intéressant. Voilà. Bon du coup merci d'avoir été présent. On devait avoir d'autres personnes, mais je crois qu'entre-temps ils sont peut-être allés faire une petite sieste. Non, je plaisante. Non, je pense que tout le monde était un petit peu occupé, mais en tout cas c'était super intéressant. Et puis n'hésitez pas. Donc je regarde le programme, mais il me semble qu'après c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'il y a après nous? Je ne sais pas. Alors quelqu'un qui me dit merci pour cette heure très instructive, mais de rien. Avec grand plaisir. C'était un plaisir. Moi, jeux vidéo indépendant, je pourrais parler pendant des heures, mais je vais être sympa, je vais vous épargner ça. C'est une passion, donc au bout d'un moment, on peut en parler toute l'après-midi. Mais apparemment, il y a d'autres gens qui veulent parler d'autres choses, donc bon. On va peut-être leur laisser la place. Alors je regarde juste qu'est-ce qu'il y a après. Hop. Si la tablette me lâche pas en plein milieu. Bon, je crois que la tablette me lâche en plein milieu. Bon, c'est pas grave. Du coup, ça sera la surprise. Ça sera la surprise. Alors, je vais sortir mon arme magique qui est mon portable. Et du coup, alors toi, on te retrouve pour Netflix. Alors moi, du coup, on me retrouve. Alors avant, j'ai la discussion. Star Wars, oui, j'ai la discussion avec Star Wars avant. Avec moi, donc. Toujours avec toi, tu seras présent. Là, on sera nombreux, par contre. Je vous préviens tout de suite. Il y aura sûrement du. Mais il y a beaucoup de monde qui veut parler sur Star Wars. Ne loupez pas, parce qu'en plus, il y aura l'audio connard qui sera là. Ah oui, ça va être parfait. Qui va dire des choses très drôles, je pense. C'est ça. Donc du coup, je revérifie. Mais juste après nous, il y a... Tac. Ah bah oui, il y a la rencontre avec Pain of Chaos. Ah bah ouais. Ce qui n'est pas rien, mine de rien. Donc restez, vraiment, c'est très intéressant. Ouais. Donc, et sinon, donc tout à l'heure, on sera à nouveau en discussion de 19h jusqu'à 21h sur Star Wars 8. Gros sujet, et ce soir, du coup, de 22 jusqu'à minuit, nous serons en discussion sur Netflix et un petit peu toutes les séries. Et là, ça sera le moment où tout le monde va parler un petit peu de la série qu'il a vue, comment c'était trop bien, et ce genre de choses-là. Donc voilà. Merci encore du coup, et puis merci aux personnes qui ont suivi. Avec plaisir. Merci à tout le monde. C'était super sympa. Et à plus tard. À plus.